Quand on commence à héberger chez soi différents services, quelque chose vient vite à l'esprit: avoir un NAS. Pouvoir stocker des données de manière sécurisée chez soi et de partout dans le monde. C'est à ça que sert un NAS. Il y a quelques jours, j'ai reçu mon premier NAS, et dans cette vidéo, je vous raconte à quoi cela va me servir et pourquoi c'était indispensable selon moi. Bonjour à tous, c'est Emric. J'espère que vous allez bien. Si je ne me suis pas trompé, cette vidéo devrait être la première de l'année. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2025. Mais revenons au sujet de la vidéo, le NAS. Déjà NAS, ça veut dire Network Attached Storage. En bon français, serveur de stockage en réseau. Voyez ça comme un disque dur central disposé chez vous et accessible de partout. Un peu comme un Google Drive, mais où les données sont dans votre salon. Ok, ça fait rêver, mais il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte et à surveiller, comme la taille de vos volumes, la redondance de vos données, ou encore l'état de santé de vos disques. Je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses aujourd'hui, du moins ce que j'en ai compris, car je débute dans le monde merveilleux des NAS. Un NAS, ce n'est rien de plus qu'un ordinateur avec vos disques dedans. Vous pouvez créer votre propre NAS, avec TrueNAS Scale par exemple. C'est ce que je vous avais présenté dans ma vidéo sur le Home Lab. En soi, TrueNAS Scale, c'est un système d'exploitation à mettre à l'intérieur de l'ordinateur. Dans mon cas, c'était une machine virtuelle sur mon ordinateur central avec Proxmox. À cet ordinateur, j'avais branché un petit disque dur externe de 256 Go afin de tester la puissance du stockage en réseau. Et ça marchait super bien. Jusqu'au jour où mon disque dur externe, vieux de 15 ans, a rendu l'âme. Et là, plus rien ne marchait. Je m'y attendais, mais c'était pour faire des tests. Chez moi, je n'ai pas la place pour me créer un NAS personnalisé avec des racks, et j'avais envie d'essayer une solution clé en main, mais qui offre quand même pas mal de possibilités. C'est pourquoi je me suis tourné vers Synology. Synology, qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo d'ailleurs, c'est un des piliers dans le domaine du stockage en réseau. Personnellement, je me suis tourné vers le modèle DS923+, un NAS de cœur avec 4 Go de RAM extensible. Ce modèle a 4 B. Il a en fait 4 emplacements de disque dur HDD. Ce DS923+, coûte environ 600 € selon les sites et les disponibilités. Mais attention, 600 € tout nu, sans les disques. Dans mon cas, j'ai pris un pack avec 4 disques de 4 Tera, ce qui me donne donc un espace théorique de 16 Tera. Mais ça, on en reviendra tout à l'heure. Je vous mets des liens affiliés en description si vous souhaitez acquérir ce produit tout en soutenant la chaîne. Merci à ceux qui y pensent. L'installation des disques se fait très simplement. Suffit de visser les disques et de les insérer dans la machine. Et voilà, c'est tout. Pour faire le lien avec TrueNAS Scale, dans un Synology, on retrouve Disk Station Manager, ou DSM pour les intimes. C'est le système qui fait tourner le NAS. Je vous mets à l'écran certaines images de ce système, très simple à prendre en main. DSM vous indique l'état de santé de vos disques, ainsi que beaucoup de métriques de monitoring, et moi j'adore ça les métriques. D'ailleurs pour l'occasion, j'ai refait encore mon dashboard sur Home Assistant. Si ça vous intéresse, je vous laisse le code sur l'article en description. On va attaquer une partie très importante, la redondance des données. Tout à l'heure, je vous disais que mon mini disque dur avait rendu l'âme. Et en fait, c'est pas si rare que ça. Un disque dur, c'est très fragile. Une coupure de courant mal maîtrisée et le disque en prend un sacré coup. Si vous déplacez le NAS en fonctionnement, c'est pareil, les disques durs n'aiment pas ça. Bref, c'est très fragile. J'ai sans hésiter branché le NAS à mon onduleur parafoudré. D'ailleurs, je vous le présente dans cette vidéo. Mais il existe des systèmes de sécurité supplémentaires. On appelle ça les RAID, pour Redundant Array of Independent Disks. En gros, une gestion de redondance pour des disques indépendants. En gros, c'est pour gérer le cas où si le disque 1 meurt, le disque 2 prend le relais. Cela permet aussi dans certains cas d'améliorer la sécurité ou les performances des disques. Il existe plein de types de RAID, mais pour le bien de cette vidéo, je vais vous en expliquer 3. Pour commencer, on a le basique. Pour cela, vous avez besoin d'un seul disque et il tolère 0 panne. En fait, ça ne sert à rien. C'est juste que vous avez tous sur vos disques durs quand on n'a pas de redondance. Mais si vous ne souhaitez pas de redondance, il y a mieux que le basique. Il y a par exemple le JBOD. C'est comme le basique, sauf que vous pouvez à la volée venir étendre vos disques. Par exemple, combiner plusieurs disques pour étendre un seul volume. C'est plutôt pratique. Dans cet exemple, si vous avez 3 disques de 4 Teraoctets en basique ou en JBOD, vous aurez un volume total de 12 Teraoctets. Par contre, si un des disques tombe en panne, les données de ce disque seront perdues à jamais.
Bon ok, on parlait de redondance à la base. Maintenant je vais vous présenter le RAID 1. Le RAID 1, vous pouvez choisir le nombre de disques, mais c'est au moins 2 disques. Ce qui se passe avec le RAID 1, c'est que toutes vos données sont en miroir. Si vous attribuez 3 disques, vos 3 disques auront les mêmes données. Et donc, vous pourrez en perdre 2. Tragiquement, rien ne se passera, vous aurez toujours toutes vos données. Vous aurez juste perdu 2 disques dans l'histoire. Attention cependant, il faut que tous les disques aient la même taille. Sinon, ce sera le plus petit disque qui définira la taille du RAID 1. De plus, le RAID 1 permet de bonnes performances en lecture, puisqu'au moins 2 disques seront disponibles pour vous donner la donnée. Par contre, l'écriture sera normale. Le RAID 1, c'est selon moi la solution idéale pour les particuliers. Dans cet exemple, si vous avez 3 disques de 4 Teraoctets en RAID 1, vous aurez un volume de 4 Teraoctets, mais vous pourrez tolérer 2 disques qui tombent en panne. Pour donner un autre exemple, le RAID 5 a besoin de 3 disques et tolère une panne. Cela fonctionne par morceau de volume dans chaque disque. Chaque morceau peut être recalculé grâce au bloc de parité dans les autres disques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je n'ai pas encore expérimenté ce type de RAID. Mais avec ce type de RAID, si vous avez 3 disques de 4 Teraoctets, vous aurez un volume de 8 Teraoctets, avec une tolérance d'un seul disque en panne. Il existe d'autres types de RAID, RAID 6, 10, F1. Je vous laisse vous renseigner si cela vous intéresse. Vous avez compris, vous pouvez choisir votre type de RAID selon votre utilisation. Dans mon cas, j'ai 4 B sur le NAS. J'ai donc 4 disques. Les 2 premiers sont en RAID 1. Ils contiennent toutes mes données importantes, comme mes photos, mes documents, mes backups Proxmox et Home Assistant. Tout plein de trucs que je ne veux vraiment pas perdre. Et tout ça commence à peser trop lourd pour un Google Drive sans devoir payer un abonnement excessif. Mon disque numéro 3 est en JBOD. Dessus, j'ai mis mes différents films et séries. Si le disque tombe en panne, tant pis, mon Plex sera indisponible. Ce n'est pas crucial pour moi d'avoir une backup de mes films. Mon disque numéro 4, quant à lui, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Je prévois de l'utiliser peut-être pour étendre mon volume multimédia, si jamais cela devient nécessaire. En attendant, je l'ai enlevé du NAS afin qu'il ne s'use pas pour rien. Voyons maintenant si vous avez bien suivi. Combien de Teraoctets sont disponibles avec cette configuration ? En sachant que mes 4 disques sont initialement de 4 Teraoctets. J'en ai 2 en RAID 1 et 1 en JBOD. Bon, c'est assez simple à calculer. Les 2 premiers disques sont en miroir, donc le volume 1 fait 4 Teraoctets. Le disque 3 est brut, il est en JBOD, donc 4 Teraoctets. Et le disque 4 pour l'instant n'est pas branché. Donc le total est de 8 Teraoctets, mais extensible facilement à 12 Teraoctets si besoin. Il reste un cas que je n'ai pas encore géré, une faille de sécurité énorme que personne ne souhaite avoir, un incendie ou un vol du NAS. En effet, dans mon cas, j'ai 2 disques en miroir, mais ces 2 disques sont à côté. Donc si ça vient à brûler, j'ai tout perdu, les 2 vont brûler en même temps. Peu importe le nombre de disques dans le RAID. Pour cela, il est recommandé d'appliquer la règle du 3-2-1. Avoir 3 copies des données sur 2 supports différents, avec au moins une copie hors site. Concrètement, dans mon cas, je devrais idéalement placer un disque chez un ami, ou en tout cas hors de chez moi, afin de faire toujours du RAID 1, mais avec 3 disques. Les 3 disques seront en miroir, 2 disques seront à la maison pour un accès rapide, et le 3e disque sera chez un ami, histoire de sécuriser les données. D'ailleurs, j'ai vu que Synology proposait un service de cloud qui permettait de remplacer cet ami dans mon exemple, mais je trouve ça dommage. L'idée, c'est quand même de garder les données chez soi. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir l'avis des plus expérimentés en commentaire. Vous respectez, vous, cette règle des 3-2-1 ? Et si oui, comment ? Passons maintenant à un autre sujet très important, l'accès aux données. Parce que oui, c'est un système de stockage en réseau, mais réseau comment ? Comme pour les RAID, il existe plusieurs types d'accès aux données, plusieurs protocoles. Les 3 plus connus, en tout cas les 3 que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le SMB, le NFS et le FTP. Le SMB, vous pouvez l'utiliser depuis votre explorateur de fichiers, et grâce à votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, voilà, vous avez accès aux données comme un dossier classique sur votre ordinateur. C'est aussi simple que ça. Le NFS, quant à lui, est utilisé grâce aux adresses IP. Vous pouvez autoriser certaines adresses IP à accéder à votre serveur. Je pense que c'est une des solutions les plus sécurisées. Voici un exemple concret. Imaginez que le NAS soit sur l'adresse IP 192.168.10.1 et que le Home Assistant soit sur l'adresse IP .10.2. J'ai pu configurer mon volume pour autoriser l'IP de Home Assistant à écrire sur le volume du NAS. Dans mon cas, c'est utilisé par exemple pour stocker des sauvegardes. Personne d'autre que Home Assistant ne peut écrire sur ce volume dédié.
Et j'ai exactement la même chose pour Proxmox. C'est exactement ce que je souhaitais. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo sur le sujet, sur les backups, si ça vous intéresse. Le FTP, vous l'avez sûrement rencontré pour uploader des fichiers sur un serveur web via FileZilla par exemple, si vous êtes un peu techos. C'est aussi très utilisé, mais pour moi, ça ne vaut pas la simplicité du SMB. D'ailleurs, dans le cas très précis de Synology, ils mettent à disposition Quick Connect ID qui permet en fait de rendre votre NAS accessible depuis l'extérieur. Il s'occupe de gérer les certificats SSL et tout ça. Vous avez juste à entrer l'adresse IP qu'il vous donne, à renseigner votre utilisateur et votre mot de passe, et voilà, vous êtes connecté, aussi simplement que ça. Par contre, je ne sais pas si c'est très sécurisé. Pour les utilisateurs de Synology, vous utilisez, vous, le Quick Connect ID? J'ai déjà raconté beaucoup de choses aujourd'hui. Voici un schéma qui résume les liens entre le NAS et mon Home Lab. Vous voyez qu'il a déjà pris une place très importante. Si on considère que Proxmox c'est le cœur de mon Home Lab, je pense qu'un NAS c'est vraiment sa mémoire. J'ai encore beaucoup de sujets autour du NAS comme la partie Synology Drive, Synology Photo, les histoires de backup. Si le domaine vous intéresse, n'hésitez pas à manifester votre envie avec des pouces et des commentaires. Le Discord communautaire est bien sûr toujours disponible pour discuter de tout ce qui touche de près ou de loin à ce qu'on fait sur la chaîne. Un lien affilié vers le NAS est disponible en description si cela vous intéresse. Cela permet de soutenir la chaîne de manière transparente pour vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite encore à tous une très bonne année et à la prochaine. Salut!